Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans votre Grand News. Dans l'actualité ce soir, voici les titres que nous allons développer en ce samedi soir. Volodymyr Zelensky repousse le plan de paix américain. Le président ukrainien refuse pour l'instant la proposition soutenue par Washington au risque de froisser Donald Trump, le président américain. Il assure qu'il ne trahira pas son pays. En Ukraine, les combats se poursuivent dans l'Est alors que Moscou, lui, maintient la pression militaire sur plusieurs régions stratégiques. À Gaza, la recherche de 10 000 personnes disparues. Les habitants et les équipes de secours fouillent toujours les décombres plusieurs semaines après les frappes israéliennes. Une enclave dévastée où près de 60 millions de tonnes de gravats compliquent les recherches. Nous verrons comment les familles tentent malgré tout de retrouver les corps de leurs proches. En Espagne, le procureur général condamné pour la première fois de l'histoire moderne du pays, le plus haut magistrat du parquet est sanctionné pour avoir violé le secret judiciaire. Une affaire hautement politique impliquant le gouvernement de Pedro Sánchez et de l'opposition conservatrice. Et enfin, ce soir, dans l'enquête du Grand News, le dossier Patrice Allègre, le tueur en série de Toulouse, condamné pour 6 meurtres, reste au cœur de l'un des plus grands mystères criminels des années 90. Des zones d'ombre, des témoignages contradictoires et des pistes qui auraient pu mener beaucoup plus loin. Retour sur une affaire qui a ébranlé la police, la justice et surtout l'opinion publique. Depuis plusieurs jours, Washington pousse un nouveau plan de paix destiné à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Un plan que prévoit notamment des garanties sécurité et l'ouverture de négociations avec Moscou. Mais Volodymyr Zelensky s'y refuse pour l'instant. Dans une adresse à la nation, il affirme ne pas vouloir céder une partie de la souveraineté ukrainienne et déclare qu'il ne trahira pas son pays, une position de force qui pourrait tendre les relations avec l'administration américaine, comme nous montre ce reportage de nos correspondants sur le terrain. C'est un refus qui pourrait peser lourd dans les relations entre Kiev et Washington. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis tentent de convaincre le président ukrainien d'accepter un nouveau plan de paix. Un plan présenté comme une voie réaliste pour mettre fin à plus de 3 ans de guerre face à la Russie. Mais dans une adresse solennelle à la nation, Volodymyr Zelensky a rejeté la proposition américaine. Selon lui, aucune paix durable ne peut se construire tant que Moscou refuse de retirer ses troupes du territoire ukrainien. Pour la Maison-Blanche, ce refus est un coup d'arrêt dans les efforts diplomatiques. Selon plusieurs sources américaines, Washington espérait obtenir une avancée avant la fin de l'année, alors que Donald Trump demande des résultats rapides à son équipe. Une pression qui n'a, semble-t-il, pas influencé le président ukrainien. Au contraire, Volodymyr Zelensky rappelle que son pays reste dépendant de l'aide militaire américaine, mais qu'aucun soutien ne justifie une concession territoriale. Sur le terrain, la situation reste tendue. Les forces russes continuent de progresser dans plusieurs zones de l'Est, notamment autour de Kramatorsk et de Sloviansk. Des régions bombardées quotidiennement, où la population civile tente de survivre malgré les coupures d'électricité et le manque d'eau potable. En Europe, les réactions sont prudentes. Plusieurs capitales soutiennent la position ukrainienne, estimant que toute négociation doit partir du respect de l'intégrité territoriale du pays. Mais derrière les mots, beaucoup redoutent une impasse diplomatique et un conflit qui pourrait encore durer des années. Pour Kiev, une chose est claire, tant que la Russie ne retirera pas ses troupes, il ne sera pas question de paix. Direction Gaza maintenant, où la population vit une situation humanitaire dramatique. Selon les autorités locales, près de 10 000 personnes seraient toujours portées disparues, piégées sous les immeubles détruits. Les équipes de la défense civile palestinienne fouillent les décombres avec des moyens rudimentaires, parfois à main nue, dans l'espoir de retrouver des survivants, mais le plus souvent des corps. Le reportage de la rédaction. Parmi les ruines de Gaza, les recherches ne cessent jamais. Ici, chaque mètre de gravat pourrait cacher une victime de plus. Les autorités locales estiment que près de 10 000 personnes manquent toujours à l'appel. Comme elles, de nombreux habitants retournent chaque jour sur les lieux détruits, parfois au péril de leur vie. Ils fouillent, inspectent, cherchent un signe, un objet, un corps qui permettrait enfin de faire leur deuil. Dans la plupart des zones touchées, les équipes de la défense civile palestinienne travaillent avec très peu de matériel. Pas de détecteurs de mouvement, pas de chiens spécialisés, seulement des pelles, des barres de fer et leurs mains. À certains endroits, entrer dans les décombres reste impossible. Les bâtiments sont trop instables ou situés dans des zones toujours surveillées par l'armée israélienne. Selon l'ONU, entre 55 et 60 millions de tonnes de gravats couvrent désormais le territoire de Gaza. Une masse colossale qui rend les opérations de secours longues et dangereuses. Même les professionnels ne parviennent plus à se repérer dans des quartiers entièrement rasés.
Des familles reviennent chaque jour, espérant reconnaître un mur, une façade, quelque chose qui ressemble encore à leur ancien foyer. Depuis le début du conflit, plusieurs organisations internationales demandent un accès humanitaire complet pour faciliter les recherches. Mais l'ampleur des destructions et les restrictions d'entrée ralentissent tout. Pour les habitants de Gaza, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise chaque jour. Les secouristes savent que le temps joue contre eux. Mais ils continuent, immeuble après immeuble, mètre après mètre. Parce que sous ces décombres, quelqu'un attend encore qu'on le retrouve. Direction l'Espagne où un verdict sans précédent vient d'être rendu. Le procureur général de l'État, Álvaro García Ortiz, a été condamné à 2 ans d'interdiction d'exercer ainsi qu'à une amende et des dommages d'intérêt. La justice espagnole l'accuse d'avoir violé le secret judiciaire en divulguant un document sensible à la presse dans le cadre d'une affaire visant une figure de l'opposition conservatrice, une décision qui secoue la classe politique espagnole et qui divise profondément la magistrature, comme nous montre ce reportage de nos journalistes en Espagne. C'est un séisme judiciaire en Espagne. Pour la première fois, le plus haut magistrat du parquet de l'État est condamné dans l'exercice de ses fonctions. Álvaro García Ortiz, nommé par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, se voit reprocher d'avoir violé le secret d'une enquête sensible. Selon la décision de justice, le procureur aurait transmis à plusieurs journalistes un email interne concernant la défense d'Alberto Amador, compagnon d'Isabel Díaz Ayuso, figure majeure de l'opposition conservatrice. Pour le tribunal, cet acte a eu des conséquences directes sur le déroulement de l'affaire. Les juges estiment que la divulgation de ce document confidentiel constituait une atteinte grave au secret judiciaire. La sanction est lourde, 2 ans d'interdiction d'exercer, 7 300 € d'amende et jusqu'à 10 000 € de dommages et intérêts. Une peine jamais vue à ce niveau hiérarchique. À droite, l'opposition dénonce un système judiciaire, politisé, et accuse le gouvernement d'avoir protégé son procureur jusqu'au dernier moment. De son côté, García Ortiz continue de nier toute volonté de nuire. Il affirme avoir respecté la loi et les règles de transparence, et annonce qu'il fera appel. Mais pour les magistrats, la chronologie des faits est claire. Dans leur jugement, ils soulignent le « caractère inhabituel » de la divulgation du document et l'impact médiatique qui a suivi. Cette condamnation fragilise la position du gouvernement Sánchez, déjà confronté à une crise politique profonde. Elle alimente également les tensions autour de l'indépendance de la justice, un sujet régulièrement débattu en Espagne. À Madrid, un remplaçant doit être nommé rapidement. Mais le débat, lui, est loin d'être clos. Pour beaucoup, cette affaire illustre les fractures persistantes entre institutions judiciaires, pouvoir politique et opinion publique. C'est une affaire dérangeante, trouble, déroutante même. Dans les années 90, Toulouse vit au rythme d'agressions, de meurtres. Les crimes commis par un homme, Patrice Allègre, un tueur en série qui se déplace la nuit, choisit ses victimes au hasard et laisse derrière lui une ville terrifiée. Mais derrière la figure du meurtrier, une autre partie de l'affaire va prendre une ampleur nationale. Les témoignages, des rumeurs, des accusations visant des personnalités locales. Pendant plusieurs années, les enquêteurs vont tenter de démêler le vrai du faux. Ce soir, nous revenons sur le parcours criminel de Patrice Allègre et sur les failles béantes du système judiciaire qui ont marqué l'enquête. Reportage signé Bernard Fleury pour l'enquête du Grand News. Toulouse, début des années 1990. À cette époque, personne n'imagine encore que la ville rose abrite un tueur en série. Un homme au parcours chaotique, habitué aux violences depuis l'enfance, Patrice Allègre. Le 14 juillet 1997, la police l'interpelle après une violente agression. Son profil intrigue les enquêteurs. Très vite, ils font le lien avec plusieurs dossiers non résolus. Meurtre, viol, agression. L'homme de 29 ans finit par avouer. À mesure que les auditions avancent, les policiers découvrent un individu instable, manipulateur, qui se vantait parfois de ce qu'il avait fait, ou prétendait avoir fait. En 2002, Allègre est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour 6 meurtres. Mais cette condamnation n'éteint pas l'affaire. Elle ne fait que l'enflammer. Des témoignages de proches, des femmes victimes, d'anciennes compagnes,
évoquent des soirées clandestines, des lieux sordides, et parfois, des présences inattendues. Les noms circulent, les rumeurs se propagent. On parle de policiers, de responsables politiques, de notables de Toulouse. Une cellule spéciale est créée. Tous les témoignages sont réexaminés. Certaines dénonciations se révèlent incohérentes. D'autres sont accablantes mais impossibles à prouver. En 2003, les magistrats concluent qu'aucune preuve solide ne permet d'établir l'existence d'un réseau criminel autour de Patrice Allègre. Les plaintes sont classées. À ce jour, la justice maintient cette position. Pourtant, pour beaucoup, des zones d'ombre subsistent. Pourquoi certains témoignages n'ont-ils jamais abouti? Pourquoi des victimes ont-elles changé de version? Quels éléments ont été écartés, faute de preuves? Ces victimes, pour la plupart jeunes, vulnérables, souvent isolées, laissent une cicatrice encore ouverte. Aujourd'hui, du fond de sa cellule, Patrice Allègre n'a jamais reconnu l'intégralité des crimes. C'était Bernard Fleury, pour l'enquête du Grand News. Et ce soir encore, vous avez choisi le Grand News pour comprendre l'actualité et le monde. Je vous remercie pour votre présence et de votre confiance. Nos équipes continuent le travail sur le terrain et en rédaction pour vous proposer des analyses claires et précises. Nous nous retrouvons très bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très belle semaine en avance. Merci de votre fidélité et bonsoir.